Bonaventure a été fondée en 1760 par des Acadiens de la déportation venus dans la grande péninsule de l'Est du Québec. Situé à l'embouchure de la rivière du même nom, c'est le cas type d'un établissement colonial où les habitants vivant des produits de la mer et de l'agriculture s'assuraient par un cours d'eau une voie de pénétration dans la forêt. Du temps que j'allais voir mademoiselle Adèle, je croyais faire son bonheur. Là, j'ai fait son esclavage, là, j'ai connu son horreur. Du temps que j'allais la voir chez elle, je goûtais du bon vin doux. Avec elle, j'avais du plaisir et de l'amour. Laisse-moi faire, mon père, laisse-moi faire, s'il vous plaît. Si mon âme en est point riche, c'est moi qui aura de la poids. J'étais mieux de prendre de même que de prendre du terrain sablé. Dans le vent et la poussière, le gravois nous crève les yeux. Outre les canaux que les Indiens Micmac venaient construire chaque printemps à l'embouchure de la rivière, les habitants utilisaient aussi pour la chasse et la pêche des pirogues qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Peu à peu, le canot devint un gagne-pain pour plusieurs fermiers qui agissaient comme guides pour les étrangers. Ainsi naquirent les premiers constructeurs de canots dans la région. C'est le descendant de l'un d'eux que nous allons suivre dans son atelier. Il construit, avec son fils et son gendre, ce canot d'usage quotidien pour la navigation sur la rivière. De mémoire d'homme, on a toujours nommé cette embarcation le canot de Gaspé. Au cours de l'automne précédent, comme il le fait tous les ans, l'artisan a coupé, débité et préparé son bois. La longueur des billots de cèdre pour les border varie entre 10 et 14 pieds. Leur grosseur est de 8 à 10 pouces à la tête. Quant aux étraves, on les découpe dans une racine d'épinette rouge.
Le printemps venu, toutes les pièces du canot ont reçu une grossière préparation. L'artisan a surtout éprouvé la qualité de ses matériaux. Il est maintenant prêt. Voyons-le plier, sculpter, creuser, modeler et assembler son canot. Il le construit de ses mains selon les techniques apprises de son père, les mêmes depuis un siècle. L'artisan y met toute son expérience, son énergie, son cœur. Il veut faire de la belle ouvrage. N'est-ce pas d'ailleurs un peu à la qualité de son travail que les gens apprécient la valeur d'un homme dans le village? Le nom seul de l'artisan doit être synonyme de qualité. Lorsque les vieux racontent leur voyage de chasse en haut de la rivière, c'est avec un sentiment d'orgueil et de fierté qu'ils disent « C'était un canot à Félix ». C'était un canot à Donat. Le fils, lui aussi, n'est pas indifférent à l'appréciation des canotiers. Normand, il fait des canots dépareillés. Ce sont là des secrets précieusement gardés dans la famille. Donat les a reçus de son père dès sa jeunesse. Il les a ensuite transmis à son fils Normand. Pour devenir maître constructeur, il faut obtenir la confirmation des vieux canotiers. Aujourd'hui, dans l'atelier, c'est Normand qui dirige les opérations.
Un lit, solidement ancré au plancher, sert de guide et de support pour la durée du montage. Sa surface est légèrement convexe, de façon à ce que la quille soit plus haute au milieu qu'aux extrémités. Les pointes, un peu plus calées, assureront au canot une meilleure gouverne. Chaque étape est préparée avec soin. On mesure, on taille, on ajuste, on fixe. Pendant que la quille est encore libre de toute entrave, on marque, à tous les 4 pouces, l'endroit où seront clouées les varangues après la pose des bordées. Antoine et Pierre, ils vont me suivre au bout de les marques. Un peu là. Je te marque là. Ici on va arriver à la fin. Ces mêmes marques indiqueront la place des 3 moules. On utilise encore aujourd'hui ceux que l'ancêtre Félix a fabriqués à la fin du XIXe siècle. Ils assurent depuis lors une taille et une forme constantes au canot de Gaspé. Leur fonction consiste principalement à déterminer la largeur, la hauteur, la courbure des hanches et des joues du canot. Chez les arsenaux, le respect de la tradition n'empêche pas l'innovation. Lorsque le chantier de construction était à l'extérieur ou dans la batterie de la grange, on pliait le bois en l'arrosant avec de l'eau bouillante. Mais depuis quelques décennies, le père Donat a transformé en bouilloire la vieille maçonne qui servait à faire le savon. Un conduit en bois passant par une fenêtre amène la vapeur à l'intérieur de l'atelier. Cette innovation donne des résultats appréciables. Un pliage uniforme et moins de bris des bordées et des varangues au cours du montage. Une chance, vous me direz.
Tu peux attacher là? Oui. Je pourrais attacher ma gauche. La pose des bordées est un travail délicat. Seule l'expérience peut déterminer la courbure exacte à donner au joug du canot pour qu'il glisse aisément sur l'eau à la moindre poussée de la pôle ou de l'aviron. Tous les maîtres canots savaient reconnaître au premier coup d'œil la ligne d'un bon canot. Ils avaient aussi leurs préférences, selon l'usage qu'ils faisaient de leur embarcation. L'un d'eux, le père Élie de Poirier, a 91 ans. Canotier depuis sa jeunesse. Il y a 5 ans, il pôlait encore un canot pendant tout l'été. Il nous fait part de quelques-uns de ses critères d'appréciation. C'était fait en cèdre, ça, les canots. Ça, l'autre Gaspé était en fait en tremble. Fait en planche de tremble, l'autre. Puis ceux-là, des pères Félix, lui, il a commencé à les mettre les premières planches en tremble. Encore, ça se travaille mieux. Mais après ça, ben, ça fait de quoi pour stimer son bois. Puis ils ont tout fait en cèdre. Partout, il n'y a plus mis de tremble. Le meilleur canot que j'ai rencontré, c'est celui-là d'Ona. Ça, c'est un des meilleurs canots que j'ai rencontré dans tout notre trajet. J'en ai eu de fait par le Ned Tozer, c'était comme des paniers. C'était pesant, ça faisait l'eau. Puis j'en ai eu de fait pour Icabbourg, qui a fait le pire Égorbourg. C'était pareil, c'était pesant, c'était en rang, ça se gouvernait mal, puis ça faisait de l'eau. Il fallait tout coltorer ça avec du coltor, comme on faisait pour les flottes en rang, là. Ça, c'était pas pratique. Mais ce là d'honneur, avec de la peinture, puis celui que Donner m'a fait surtout. Lui, il n'a jamais pris une goutte d'eau dans 14 ans que je l'ai eu. Jamais une goutte. Il n'avait pas. Là, j'en mets pour le laver. Je n'ai jamais pris d'eau. C'était étanche comme une bouteille, ça, pour 14 ans de temps. Ordinairement, en canot sur la rivière, il faisait 10 ans. Au bout de 10 ans, ben, il vient faisant, puis 3 épais de peinture. Puis tu mets une pinte de peinture par année sur un canot. Dans 10 ans, ça fait 10 peintes. Hein? Ça commence à pesantir, ça. Ça fait qu'il change à tous les 10 ans. Mais le mien, moi, toutes les 3-4 ans, je prenais un chalumeau, là, puis je le chauffais, puis je décollais la peinture, puis je mettais de la fraîche. Ça fait que je n'ai jamais épaissé de peinture. Sur ce type de canot, de tremble ou de cèdre, les bordées sont posées à clin. Les bordages se superposent l'un sur l'autre, à la manière du bardeau, au contraire du joint carré, où les planches sont collées arête contre arête. Cette construction à clin présente plusieurs avantages. Les joints sont plus étanches et plus solides. En outre, les lignes longitudinales jouent le rôle de quilles secondaires. Le canot est donc plus stable et se dirige mieux en eau rapide.
mettere il nuovo tipo poi da dove Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Rien n'est plus vrai que lors du montage des bordées. La rapidité de l'action, la synchronisation des mouvements, les mains qui courbent le bois chaud, la hanche qui retient en place ou qui relève le bordé, voilà autant de gestes qui caractérisent l'art achevé du constructeur. Certains canots ne comptent que 3 bordées de chaque côté. Un de fond, un de courbure et un autre de côté. Ici, on en met 5, ce qui donne une courbure plus prononcée et plus continue au ventre du canot. On garde les plus larges pour les côtés. L'imagination a toujours eu sa place chez les artisans. Le dernier né chez les arsenaux est cette roulette. Elle perce les trous à l'avance pour les clous d'attache des bordées et des varangues. La distance la plus longue que j'ai faite sur la rivière, ça a été 45 000. J'avais été avec mon beau-frère même, puis quand on est arrivé au pied du Malin, il a poussé son canot dans le rapide, puis j'ai débarqué. Il m'a jeté à l'eau. Parce qu'il était prendre une tournée, puis il est revenu, puis il m'a ramassé. On a montré, puis je voulais le battre, j'étais choqué. Mais il m'a dit, c'est rien qu'une leçon que je te donne, ça, pour quand tu viendras pôler dans le canot. Puis en montant, lui, quand il y avait une place à truite, il me mettait à terre, pendant l'automne, puis lui, il pêchait la truite. Puis moi, je cassais des bébinas pour faire des confitures. On montait des grillades, puis des sucres, puis une grande poêle. Puis on faisait cuire de la truite, puis on prenait de la truite, on faisait de la truite avec des grillades de l'os. Puis on lavait notre poêle, puis on faisait des confitures au bébinas. Pour notre dîner. Ça va tous les jours. Tous les jours, tous les jours. On prenait toujours une truite ou deux, le matin. On avait notre dîner. Et puis, quand j'ai fini, j'étais capable de mener un canot pas mal dans. Je l'ai bien montré. Le canot commence à prendre forme. Il faut en renforcer les parois. Le carreau, les varangues et les barres complètent l'armature de l'embarcation. Transporter des tonnes de matériel, déplacer les hommes en forêt, rapporter les produits de la chasse, faire la pêche en rivière, voilà les usages courants du canot.
Le carreau est taillé d'une seule pièce, en épinette. Il forme le plat-bord de l'embarcation. Une fois qu'il est mis en place et cloué, on abaisse les bordées à sa hauteur. Ensuite, on attache les supports de largeur afin d'empêcher le canot d'ouvrir pendant la pose des membres. Puis, on enlève les moules. L'embarcation a pris ses dimensions définitives. 36 pouces de largeur et 12 pouces et demi de profondeur au milieu et 24 pieds de longueur. Les hommes pourront y placer 2 orignaux en plus de leur bagage. La pose des varangues est une tâche délicate qui demande beaucoup de dextérité. Pour partir, on cloue la première pièce au centre. Autrefois, on se servait d'une planchette de bois de 4 pouces de largeur pour marquer la place de la suivante. Correctement, ça va venir à ma place. Je vais remonter à passer les trucs. Aujourd'hui, on utilise une règle inventée par Louis Arsenault et qu'on appelle le ciotte à Saint-Joseph. C'est un simple cadre de bois constitué de 2 pièces mobiles dans lequel glisse une lame de ciotte. Cette dernière, très flexible, épouse aisément la courbure intérieure du canot. No.
Le canot compte 4 barres de cèdre, dont la fonction principale est d'empêcher les parois d'ouvrir. Elles servent également de siège pour l'avironneur d'en avant ou pour les passagers. L'avironneur d'en arrière s'assoit sur le pont. Et ce pont, taillé dans une épaisse planche de cèdre, consolide l'extrémité du canot. Au cours d'un long voyage, les canotiers rangeront sous le pont quelques objets pratiques. Gobelets, tabac, articles de pêche, parfois même quelques bonnes truites ou un saumon seront mis à l'abri dans la pince. Ce canot était habituellement conduit par 2 pôleurs, le maître canot à l'avant et le gars à la pioche en arrière. Le maître canot était en quelque sorte le seul chef à bord. Ah, mais qu'arrive-t-il si 2 maîtres se trouvent dans le même canot? On raconte qu'un jour, 2 d'entre eux, dont un nommé Allen Sinclair, descendaient un rapide à la pôle. Au beau milieu de la rivière, il y a un rocher. « On passe à gauche », dit l'avant. « Non, 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 on passe à droite », dit l'arrière. On discute, hein, mais pas longtemps. Chacun prend de son côté et le canot se brise en 2 sur la roche. Nos 2 amis en sont quittes pour une peur et un bain. Depuis lors, quand un maître canot passe à ce lieu, dit la roche à Allen, il rappelle toujours à son second « Hey, passe du même bord que moi, hein ?»
Il faut partir le 15 de mars pour monter dans les chantiers avec deux de mes camarades et ce sont vos associés. Mais rendu par les terres, l'esclave l'a fallu bien travailler. Les provisions sont si chères, je crois bien qu'on ne sera pas payé. Arsenault, Bourque, Tozer, Poirier, constructeurs de canaux comme l'étaient avant eux leurs ancêtres. Vivre dans un canot 6 mois par an, affronter la solitude, ne compter que sur soi, c'est une vie dure, certes, mais il n'est pas de romantisme dans leur métier et il ne s'agit pas de mystifier leur profession. Rivaliser d'endurance avec les bêtes des bois, canoter sans arrêt, connaître la forêt et en tirer ce qu'il faut pour bâtir et survivre, c'est le défi maintes fois relevé par ces hommes qui ont fait le pays. Laisse-moi faire, mon père, laisse-moi faire, s'il vous plaît. Si mon âme en est point riche, c'est moi qui aura de la poire. J'étais mieux de prendre de même que de prendre du terrain sablé. Dans le vent et la poussière, le gravois nous crève les yeux. La chanson a été faite par des hommes qui voyagé à la tête de la Slaye en drivant ce bois carré. À la tête de la Slaye en drivant ce bois carré. La chanson a été faite en pensant à Jésus-Christ.